Je vous ai récemment dit que Le Fantôme de l'Opéra, surtout l'œuvre de Gaston Leroux, a influencé à son tour énormément d'autres créations artistiques. Pour l'instant, nous allons surtout nous intéresser aux adaptations cinématographiques de l'œuvre. Oui, car ce sont elles qui ont surtout influencé notre vision du Fantôme de l'Opéra et de son histoire. Je suis sûre que très peu d'entre vous connaissaient l'histoire originale avant que je vous la raconte. L'opéra est un art qui permet de raconter des histoires très fortes, tout comme le cinéma. Il y a énormément de liens entre les arts vivants et le cinéma. On est d'accord là-dessus, hein? Je sais même pas pourquoi j'ai besoin de le justifier, c'est tellement évident. Mais il y a toujours un Jean-Michel qui a rangé sa sensibilité artistique et émotionnelle au placard et qui vient se la ramener, nous les briser vraiment à chaque fois. Et qui pige rien. Il pige rien. Et il vient se la ramener pour nous faire. Le cinéma a très vite repris l'œuvre de Gaston Leroux. Ah, et aussi je tiens à dire que quand je parle de cinéma, je parle d'adaptation étrangère et non pas française, parce que c'est très étonnant, hein. Non. C'est français, mais les Français n'ont rien fait sur cette œuvre. Sérieusement ? C'est une œuvre française, et on a délaissé ce chef-d'œuvre, alors qu'en plus c'est libre de droit aujourd'hui. C'est comme les de loi fin années 40 qui ont été mises en place en France à l'encontre des comics, mettant au chômage des artistes français talentueux et enterrant par la même occasion un Frenchy Cinematic Universe. Ouais non mais ça j'en parlerai une autre fois, mais c'est un vrai sujet. Hein. Tant de ratés à cause de gens étriqués. Mais j'en parlerai un jour. Ouais, j'en parlerai. J'en parlerai. J'en parlerai. Ça brûle bien les masques en plastique ? Il y a eu de nombreuses adaptations, plus ou moins bonnes, et ça va être à vous d'en juger. La toute première date de 1925 par Universal Studios, The Phantom of the Opera. À l'époque, il y a beaucoup d'adaptations de romans français au cinéma hollywoodien. Le fantôme est joué par Lon Chaney, acteur de cinéma muet surnommé l'homme aux 1000 visages. C'est littéralement un monument du cinéma. Regardez-moi ça! Ce maquillage que vous voyez est celui qui se rapproche le plus de la description faite par Leroux dans son roman. Si le masque passe du noir au blanc, c'est tout simplement pour son adaptation à l'écran. Eh oui, pour des raisons évidentes de contraste. On voit mieux un masque blanc qu'un masque noir à l'écran, surtout quand les films étaient en nuances de gris. Et c'est ce masque blanc qui va rester gravé dans les mémoires. Pour info, ce film a des décors en taille réelle. Il était tourné d'ailleurs au studio 28. L'histoire est presque similaire, sauf à un gros détail près. Eric, contrairement au personnage dans le roman, est conscient du mal qu'il fait. Et il ne cherche à aucun moment à se racheter. Il est un monstre à moitié fou. Il est capable du pire pour une femme. Il y a cependant une fin alternative qui existe à ce film où il meurt d'amour. Donc quelque part ça rattrape peut-être un peu le personnage, et encore. « 18 ans plus tard, Universal fait un remake en couleur et avec du son. Dans cette version de 1943, Eric est licencié de l'opéra alors qu'il était premier violon. Sauf que c'est lui qui payait les leçons de chant de Christine, doubleuse de Bianca. Il tue un éditeur de musique lors d'une entrevue car ce dernier refuse de lui acheter ses partitions. Il se fait alors asperger d'acide au niveau du visage et est ainsi défiguré. Il part alors se cacher dans les souterrains de l'Opéra Garnier et décide d'enlever Christine lors d'une représentation. L'acteur principal que vous voyez à l'écran, Claude Rains, il est extrêmement connu pour ses rôles dans L'Homme Invisible ou Le Loup-Garou. Il fait partie de cette franchise qu'on appelle les Universal Monsters, c'est-à-dire le monstre de Frankenstein, le vampire, le loup-garou, le fantôme, l'homme invisible. Ce sont des figures qui aujourd'hui sont, établies. Susanna Foster interprète Christine. Faut savoir que c'est une comédienne, hein, mais avant tout une chanteuse d'opéra, et c'est pour ça qu'elle a été choisie. On peut voir durant ce film des décors grandioses,
comme à l'opéra. Dans cette version, le fantôme est beaucoup plus fragile, émotif et malchanceux. Contrairement au précédent film, la folie va arriver progressivement. Et d'ailleurs, la musique est centrale. Un opéra a été spécialement conçu pour ce film, pour le rendre beaucoup plus crédible. Oui, parce que pour rappel, on suit quand même Christine, qui est chanteuse d'opéra. Donc elle interprète des opéras. Donc on chante de l'opéra. Donc on entend de l'opéra. Donc c'est bien que dans le film, ils aient mis de l'opéra. Et c'est dans ce film aussi qu'on a un élément très important dans une scène coupée. Le fantôme est en réalité le père de Christine. Et ça change totalement la vision que l'on a de la relation entre ces deux personnages, ainsi que l'obsession d'Eric pour Christine. En 1944, il y a eu une sorte de fausse suite. C'est la même chose, même décor, mais sans fantôme. Donc c'est pas très intéressant. Bof. En 1962, la Hammer sort Le fantôme de l'opéra. C'est Cary Grant qui en a envie. Et le projet est soutenu par Universal. Dans cette version, le fantôme est un compositeur qui se fait voler son œuvre par un lord. Alors qu'il se rend dans une imprimerie pour récupérer ses feuillets, il déclenche malencontreusement un incendie. Et il en ressort totalement défiguré. Il se met à hanter l'opéra de Londres. Ah oui, du coup, c'est pas du tout à Garnier cette fois, hein, c'est à Londres. Bon, je recommence. Il se met à hanter l'opéra de Londres et à se venger de tous ceux qui vont jouer son œuvre. Coucou. Dans cette histoire, il n'est pas amoureux. C'est juste un artiste maudit, malchanceux, une victime. Il choisit Christina pour son talent. Et d'ailleurs, dans l'histoire, ce n'est pas le fantôme de l'opéra qui est le monstre, mais le lord lui ayant volé ses créations. Dans cette version, c'est davantage la psychologie du personnage qui nous intéresse que le côté grandiose du prestidigitateur qui accompagne généralement le fantôme. Et on s'intéresse davantage aussi à l'aspect artiste maudit. Il s'agit d'une adaptation touchante et qui n'a pas beaucoup plu au public à l'époque. Oui, parce qu'évidemment on voulait du sang, des larmes, des rires sardoniques. Et pour info, dans ce film, on joue l'opéra La vie de Jeanne d'Arc. Attention maintenant, on va toucher à un monument. En 1974, Brian De Palma décide de mettre à l'écran sa version du fantôme de l'opéra, Phantom of the Paradise. C'est autant un film qu'une comédie musicale et qu'un opéra rock. Coucou le masque, ça vous rappelle rien du tout les lecteurs de manga? Kentaro Miura s'est largement inspiré de ce masque dans ce film pour son personnage de Griffith dans Berserk. Oh, merci le fantôme de l'opéra! Revenons à notre film. Winslow Leach est un jeune compositeur d'opéra totalement inconnu. Swan, producteur d'une maison de disques, recherche un nouveau talent pour inaugurer le Paradise, le palais du rock qu'il veut ouvrir. Swan vole la partition de Leach et le fait enfermer sur fausses accusations de drogue. Il arrive à s'échapper de prison. Leach se retrouve seul, défiguré, la voix brisée. Il devient alors le fantôme du Paradise. Il revêt d'ailleurs plus une apparence de volatile avec la voix coassante brisée. Phoenix. Try it again. Phoenix. And again. Phoenix. Ce film est une critique du monde artistique où les artistes ne sont au final que des modes. Ils sont facilement remplacés et sont des produits de consommation, et non pas des créateurs respectés. En gros, un artiste n'est qu'une image facilement remplaçable, et sa voix peut être aussi modifiée. Ça parle aussi un peu des débuts de l'autotune. Filters. I was not myself last night in the morning light. See the change was showing. Doobies. Like a child who was always poor, reaching out for more. I could feel the hunger growing. As I lost control, I swore I'd sell my soul. L'opéra, écrit par Leach dans le film, est basé sur le mythe de Faust. Même s'il paraît un peu plus extravagant, ce film se rapproche énormément de l'œuvre de Gaston Leroux. On y retrouve le maquillage noir et blanc, sa folie, ses envies de meurtre, comme dans le film de 1925. On y retrouve aussi un artiste brisé, passionné et fragile, une victime. Et cette partie fait un peu plus référence au film de 1943. Dans l'histoire, Christine s'appelle Phoenix. Il veut la mettre en avant et fait une sorte de pacte avec le diable. Et Swan est l'incarnation du diable. Il contrôle tout son monde. Il est à l'image des dérives de son industrie. Il crée des artistes, signe des contrats, les détruit, recommence. Et cela indéfiniment. C'est Paul Williams qui incarne ce démon. Et c'est d'ailleurs lui aussi qui a fait la musique. Dans cette histoire, le fantôme croit en l'innocence, en la beauté de...
et en son talent. Il veut d'ailleurs absolument la protéger de cette industrie. Or, c'est trop tard, elle veut déjà la reconnaissance, elle veut déjà les feux de la rampe. Petit rêve. Elle se laisse facilement manipuler. Ce film dénonce surtout l'industrie du cinéma ou des arts. Encore aujourd'hui, combien de personnes dont nous ne connaîtrons jamais les noms ont été salies et perdues pour une pseudo-gloire? Ce film est donc une revisite du mythe de Faust et du fantôme de l'opéra, avec aussi plein d'autres références à d'autres œuvres, comme Psychose, Hearts are broken, bad guy wins. Sit and listen, all the cutting up is easy, and it isn't for the queasy or the weak of heart. Well, you had better start the home while there's still time. Never sing my music again. Not here, not anywhere. Do you understand? Never again. My music is for Phoenix. Only she can sing it. Anyone else that tries, dies. ou Les Tex Avery. Ce n'est pas un hasard si le mythe de Faust revient généralement avec l'histoire du fantôme de l'opéra. On retrouve très souvent cette idée de pacte avec le diable, d'œuvre incomplète, d'amour pur et passionnel, de déchéance, d'artistes torturés et maudits. Tout comme aussi la thématique du feu. Les flammes font référence au mal, au fait que le fantôme a été défiguré par celle-ci, mais aussi sont une sorte de purification. On parle de flammes ? C'est parti pour une adaptation un peu improbable. Phantom of the Opera. Le méchant est en fait littéralement un croisement entre Freddy Krueger et le fantôme de l'opéra. What? En gros, l'acteur qui joue le fantôme, c'est le même acteur que celui de Freddy Krueger. On y revient à ce Fedora. On y revient. Ouais bon ok, j'arrête. C'est donc Robert Englund qui joue le rôle du fantôme. Attention, accrochez-vous à vos slips et à vos poils de fesses parce que là, on va aussi voyager dans le temps. On va aller très loin. On a Christine, de nos jours, donc à l'époque du film, les années 80, qui passe une audition en chantant un air écrit par Eric, un compositeur qui n'a jamais eu le temps d'achever son œuvre, et mort il y a fort longtemps. Lors de l'audition, un technicien provoque un accident et un poids tombe sur la tête de Christine. Elle se réveille au 19e siècle et elle est alors une chanteuse d'opéra. Ta gueule, c'est magique. Elle est protégée par un homme mystérieux qui veut littéralement en faire la star de l'opéra. Et il provoque d'ailleurs des accidents et des incendies pour parer à toute menace. En gros, c'est Freddy, mais amoureux. Et qui se fait arracher la peau du visage aussi. C'est juste un tueur en série dans l'univers de l'opéra. Il y a toujours ce lien avec le feu, mais c'est Freddy Krueger quoi, enfin j'ai pas d'autres mots. Et il y a toujours l'idée du pacte avec le diable. Ah, d'ailleurs il y a un truc assez dégueu. En fait il découpe des morceaux de peau qui se met sur le visage et qui coud à son reste de visage en fait pour cacher ses blessures. Par contre le make-up est incroyable au passage. Oh putain c'est dégueulasse, ça doit faire super mal. Désolée. Mais au moins l'idée est originale. C'est le crossover de l'histoire. Fantôme de l'opéra, Freddy Krueger. C'était inattendu. Je m'attendais à rien et je suis pas déçue. The Phantom Lover est un film sorti en 1995. Une super année. Et c'est un remake de Song of Midnight de 1937, un des premiers films d'horreur chinois. Alors au niveau de l'histoire, c'est une troupe de théâtre qui s'installe dans un ancien théâtre abandonné. Abandonné suite à un incendie qui aurait tué le propriétaire des lieux, qui était un comédien. Et dans cette histoire, on a plutôt affaire à un fantôme sensible, amoureux, fragile, rien de plus. On a aussi le fantôme de l'opéra en 1998 par Dario Argento. L'histoire commence en 1977 à l'Opéra Garnier. Des ouvriers sont retrouvés mi-mutilés, mi-dévorés par... on sait pas.
On part si loin de l'œuvre de Gaston Leroux, là ça part en trash quoi, les mecs se font bouffer. Encore une fois, on a affaire à une version du fantôme complètement subjuguée par Christine. La passion arrive très vite entre ces deux êtres, mais elle ne va pas durer. D'ailleurs, le fantôme n'est pas du tout comme dans les autres œuvres. On a essayé de lui faire un petit background mystérieux, mais ça marche pas. En gros, il a été élevé des rats depuis bébé. C'est pour ça qu'il mange des gens. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Oh, you touch my tra-la-la. Bref, c'est un peu un navet, voilà. En fait, c'est marrant, c'est un nanar, parce que ça peut être fun à regarder. Mais franchement, si vous voulez une version du fantôme de l'opéra, correcte, hein, j'entends, non. Et ce réalisateur a fait un film opéra sur l'opéra. Que dire de plus? En tout cas, c'est une très drôle d'adaptation qu'on a là. Et enfin, on a en 2004 la dernière adaptation cinématographique du fantôme de l'opéra. Et là, c'est pas une adaptation du roman de Gaston Leroux, mais c'est une adaptation de la comédie musicale d'Andrew Lloyd Webber, qui date de 1986. D'ailleurs, on va en reparler dans un instant. C'est donc une version totalement romantique. Eric tombe amoureux de Christine, sauf que la jeune femme, elle, tombe amoureuse d'un autre. Problème. Et ça, du coup, le fantôme, ça le fait complètement vriller. C'est d'ailleurs une comédie musicale portée sur grand écran, et non pas simplement un film. C'est très romantique, poétique, et ça me fait davantage penser au film Moulin Rouge. Et c'est surtout cette version qui est restée aujourd'hui la seule dans la tête des gens. Bon, vous me direz, ça ressemble quand même un peu à l'histoire originale, hein. C'est une histoire d'amour, on est à l'Opéra Garnier, il y a toujours Eric et Christine. Le fiancé reste un peu secondaire, hein, à côté, il y a zéro charisme. On a toujours la thématique de l'artiste maudit, le visage défiguré, grosso modo, on est à peu près sur la même histoire. Il y a aussi une mini-série de Terry Polo, qui date de 1990. C'est trop mal joué tout du long, je suis désolée, vraiment, je l'ai regardé et c'était dur. En gros, c'est sympa un dimanche pluvieux sous un plaid avec des petits gâteaux et quand on veut se moquer des gens à l'écran. Mais sinon, perdez pas votre temps à la regarder, vraiment. D'ailleurs, à la fin, le fantôme se fait tuer par balle, et c'est à ce moment-là que Christine accepte enfin de voir le visage se cachant sous le masque. Elle lui enlève son masque, il est en train d'agoniser, hein. Elle lui fait un bisou, et elle lui remet son masque. Et lui, il meurt heureux. Je sais pas quoi dire parce qu'en fait, pendant toute l'histoire, elle a vu son visage, elle est dégoûtée, mais vraiment dégoûtée. Et là, elle fait « Ok, là, je peux te faire un bisou parce que tu meurs. » C'est censé être romantique, je trouve ça un peu... Non. Non, c'est non. Je vous ai dit qu'en France on n'avait rien fait, mais c'est faux. Oh là là, vilaine. Dis donc. Alors, vous réjouissez pas trop vite non plus, hein. En 1964, on a eu le droit à un film radiophonique. C'était diffusé sur France Culture. La France. Chouette. Le fantôme de l'opéra, c'est quand même 21 pièces de théâtre, 8 films, 9 si on compte la suite de 1944, là qui est pas vraiment une suite où il n'y a pas de fantôme, 2 téléfilms, 1 ballet, 3 mangas, dont 2 n'ont jamais été publiés en France, on attend toujours depuis les années 90, une BD en 2 tomes, 2 autres romans, 2 web-séries, bref. Et surtout, c'est 20 comédies musicales, adaptations et annulations incluses. Oui, parce qu'il y a eu des ratés. Jouées dans 20 pays différents, avec des réécritures et même une suite à l'histoire. On parle de malédiction, mais la comédie musicale s'est jouée un nombre incalculable de fois. Et le succès est là. Et bien sûr, on a des références dans beaucoup d'autres œuvres, comme d'habitude. D'ailleurs, vous devez en connaître pas mal vous aussi. Tout bêtement,
le méchant Fantomas. On a aussi dans La Grande Vadrouille, avec cet homme déguisé en diable et qui les aide à s'échapper dans les souterrains de Garnier. C'est le fantôme de l'opéra. Et Un monstre à Paris aussi, ça reprend très fortement le fantôme de l'opéra. On a aussi le groupe Nightwish. Alors oui, je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo où la chanteuse a une voix lyrique. Mais il n'y a pas que ça. On a aussi le fantôme de l'opéra repris par le groupe. Lindsay Stirling qui reprend la musique du fantôme de l'opéra. Bref, je peux faire encore pendant très longtemps des références. Pour moi, l'histoire la plus proche, et on pourrait presque parler de revisite, mais ça c'est un avis personnel, c'est V pour Vendetta. On reprend la figure du personnage masqué et mystérieux, il y a un très fort lien à l'opéra, il y a une histoire d'amour, une cachette secrète. En fait, il y a énormément de parallèles que je peux faire, mais je vais pas les développer dans la vidéo parce que sinon, on en a pour 40 ans encore, quoi. Et puis souvent, l'œuvre de base et ses premières adaptations rappellent d'autres œuvres, comme La Belle et la Bête. D'ailleurs, il y a une très grosse ressemblance entre ça et ça, non? Wow! Et il y a même une référence dans la série Netflix Chilling Adventures of Sabrina, dans la saison 2. Il y a un passage où les personnages chantent Masquerade, c'est un titre célèbre de la comédie musicale de 1986, et du coup aussi repris dans le film en 2004. Masquerade, you can fool many friends who ever knew you. Mais quel succès! C'est aujourd'hui l'adaptation la plus célèbre de l'œuvre. Elle dépasse largement même tous les films. C'est donc en 1986 que Andrew Lloyd Webber s'attaque à ce monument. D'ailleurs, il a déjà fait des comédies musicales à Broadway extrêmement célèbres, et qui ont souvent été adaptées en film par la suite, comme Jesus Christ Superstar, Evita, Cats. Andrew Lloyd Webber s'est inspiré de musique classique et d'opéra, ainsi que d'une autre comédie musicale de 1976. En fait, lors de celle-ci, on avait pris des morceaux de classique sur lesquels on avait mis des paroles, ce qui donnait l'illusion d'écouter de vrais airs d'opéra. D'ailleurs, les chansons sont très dures à chanter, et on a des techniques de chant liées directement à l'opéra. J'adore rire. Et puis, faut aussi dire que les effets spéciaux sont assez spectaculaires. Mais c'est super ça! Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Ah bah je suis ravie! L'histoire, c'est la suivante. Il y a une répétition à Garnier et un élément du décor s'écroule sur Carlotta, la cantatrice principale. Toujours la même histoire. Et la rumeur enfle. L'opéra est tenté. Elle refuse de se reproduire sur scène, par peur, et c'est donc Christine qui va prendre sa place. Et ça, c'est ce que le fantôme avait prévu. Et là-dessus, on va partir sur une histoire
très romantique. La première de la comédie musicale a lieu en 1986 à Londres. Ça fait depuis plus de 30 ans qu'elle est toujours jouée dans le même théâtre à Londres. C'est quand même la deuxième comédie musicale après Les Misérables en termes de pérennité. Et à Broadway, elle a été jouée dès 1988. Cette comédie musicale compte parmi les plus célèbres et aimées du public, avec une bande originale parmi les plus vendues dans le monde. Elle a été jouée dans une vingtaine de pays, mais jamais en France. Jamais, 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 jamais. Jamais. Et oui, parce qu'au moment où elle devait être jouée en France, en 2016, au Théâtre Mogador, eh bien celui-ci a pris feu. À quelques jours de la première, hein, vraiment. C'est pas une blague. C'est le territoire français qui va pas, hein, c'est pas le reste. Et du coup, on a commencé à parler d'une certaine malédiction qui repose donc sur cette comédie musicale et sur cette histoire, mais aussi sur le fait qu'on ne puisse pas la jouer en France. Donc si vous voulez voir Le Fantôme de l'Opéra en comédie musicale, faut aller à Londres ou alors à New York. Ça fait un beau voyage quand même. En parlant de malédiction, quand je vous disais que c'était jamais joué en France, eh bien il y en a une qui a commencé à courir dès 1986 à Broadway. En fait, il y a un chandelier qui a manqué blessé des spectateurs en tombant. Vous voyez, chandelier, lustre, fantôme... on y revient. Il y a eu une suite à la comédie musicale qui s'appelle Love Never Dies. En gros, le fantôme retrouve Christine des années après, qui a eu un fils. Et ce fils s'avère être, eh bien, le fils du fantôme. Enfin, le fantôme, vous avez compris que c'est pas un vrai fantôme, hein, c'est juste un mec. Il est pas mort. Alors, pour résumer, dans cette suite, Christine décède rapidement, et en fait, le fantôme s'occupe de son fils, et il l'emmène dans un autre opéra. Voilà. On passe d'un être fou au cœur brisé à un petit papounet. Je trouve ça mignon. Au final, Le Fantôme de l'Opéra, c'est un hommage à tous ces artistes restés dans l'ombre, qui ont échoué malgré leur talent, qui ont sombré dans les malheurs, qui ont été corrompus et rendus fous. C'est en fait un cri du cœur envers tous les artistes. C'est aussi un rappel que tous cherchent la reconnaissance, quitte à vendre leur âme. Cette histoire d'amour est en réalité un homme perdu qui recherche l'innocence et qui aime le talent pur d'une jeune débutante. C'est aussi le regret d'un artiste d'être devenu ce qu'il est, alors qu'il voudrait renouer avec ce qu'il était. C'est le fantasme d'un idéal artistique. Et puis il y a plusieurs thématiques qui reviennent. Le bien et le mal, l'innocence et la perversité, la jeunesse face à la vieillesse. On a aussi la thématique du masque. Est-ce que c'est revêtir différentes identités, différentes apparences? Est-ce que c'est pour cacher un mal-être profond? Est-ce que ce mal-être se voit? On a aussi toute une énorme thématique autour de l'illusion et de tromper son monde, de jouer avec la peur et les peurs des gens. Cette histoire est sortie de son cadre et a investi les scènes du monde entier. Nos playlists Spotify, nos écrans, nos romans et même les bâtiments que nous visitons. I am your angel of music. Come to me, angel of music. Il y a quelque chose qui me chafouine. So that we may get a hint of how magnificent it will look when we assembled. Perhaps we may frighten away the ghost of so many years ago with a little illumination, gentleness. Mais attendez. Je trouve qu'il y a quand même vachement de ressemblance avec une célèbre attraction. Mais ouais. Mais c'est carrément ça.